Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce Sens Public, 90 minutes pour donner du sens à l'actualité et vous proposer des clés de compréhension des crises que nous traversons. Voici le sommaire de ce 16 novembre. L'actualité pour commencer est ce missile qui a fait 2 morts hier soir dans un village polonais proche de la frontière ukrainienne. La Pologne, pays membre de l'OTAN, le risque d'escalade était réel, mais les chefs d'État réunis au G20 ont vite pointé un dommage collatéral, un tir de défense face à l'attaque russe visant les installations électriques de l'Ukraine. On décode ces dernières 24 heures avec nos experts dans 1 minute. Et puis dans notre second débat volontairement décalé, vous le savez, de l'actualité du jour, on revient sur ces actions de militants écologistes radicaux. Des toiles de maître aspergées de soupe et des violences contre les gendarmes à Sainte-Soline, condamnées par le président de la République. Je pense que la radicalité politique, l'impatience, la force, la volonté de faire ne justifie jamais le non-respect d'autrui, de son intégrité physique et des règles pour vivre en société, même si c'est légitime. Faut-il pour autant parler d'éco-terrorisme comme Gérald Darmanin face à l'urgence climatique? La violence est-elle indispensable ou contre-productif? Réponse dans 45 minutes. Mais d'abord, un village polonais, Przewodów, qui devient le centre de l'attention mondiale. Et cette question brûlante, qui a tiré ce missile meurtrier? Sandra Cerquera. C'est une attaque qui aurait pu faire entrer les pays de l'OTAN dans la guerre contre la Russie. Une violente explosion sur le territoire polonais, membre de l'OTAN, qui a fait 2 morts dans une exploitation agricole dans un village à moins de 10 km de la frontière avec l'Ukraine. Un peu plus tôt dans la journée, Russes et Ukrainiens se sont renvoyés la balle sur la responsabilité de ces frappes. Mais rapidement, la piste russe a été écartée. L'OTAN affirme que la Russie porte la responsabilité de ce qui s'est passé en Pologne, car c'est le résultat direct de la vague d'attaques de Moscou hier contre l'Ukraine. Selon le chef de l'OTAN, rien n'indique qu'il y ait eu une attaque délibérée contre la Pologne. Le missile proviendrait de la défense ukrainienne. Notre analyse préliminaire suggère que l'incident a probablement été causé par un missile de défense aérienne ukrainien tiré pour défendre le territoire ukrainien contre les attaques russes. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité nationale, le président polonais a confirmé la thèse de l'accident. Rien n'indique qu'il s'agissait d'une attaque intentionnelle contre la Pologne. Il s'agit probablement d'un accident malheureux. Le risque d'escalade a ainsi été rapidement évité. C'est un scénario redouté depuis le 24 février. Emmanuel Macron a affirmé que le G20 ne veut pas de la guerre en Ukraine. Et même si le président Poutine n'était pas venu, le message que lui envoient les plus grandes puissances économiques du monde réunies à Bali est très clair. La grande majorité des membres du G20 condamnent explicitement la guerre en Ukraine. C'est un fait. Nous l'avons constaté à l'ONU lors du vote de la dernière résolution et le G20 en prend acte. En marge du G20, Emmanuel Macron a appelé la Chine à devenir un médiateur dans le conflit entre Kiev et Moscou. Voilà, on décortique, on analyse ces dernières 24 heures avec cette question. Le conflit peut-il s'étendre? Et je vous présente tout de suite mes invités. Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Bonsoir, bienvenue à vous. Irina Dmitrichine, bonsoir, bienvenue. Vous êtes maître de conférence à l'INALCO, responsable des études ukrainiennes. Julien Théron, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Politiste, spécialiste en conflit et sécurité internationale. Vous êtes enseignant à Sciences Po Paris et co-auteur avec Isabelle Mandreau de ce livre « Poutine, la stratégie du désordre jusqu'à la guerre » qui est publié aux éditions Talendier. Laetitia Krupa, éditorialiste politique, est à mes côtés. Bonsoir Laetitia. Général Trinquant, dans un cas comme celui-là, on va un peu remonter le temps. Quels moyens permettent de savoir assez vite d'où vient ce missile ? Alors, il y a plusieurs moyens. Le premier, on a vu que les Polonais ont réagi assez rapidement. Ils sont sur le terrain, ils sont capables de voir quels sont les débris de missiles qu'il y a là, d'identifier et de pouvoir dire ce que c'est. Ils ont, semble-t-il, très rapidement dit que c'était un missile S-300. Missile S-300, je rappelle, c'est un missile solaire de fabrication soviétique russe. Et compte tenu de la portée de ce type de missile, ça ne pouvait pas être un missile envoyé par les Russes. Donc ça tombe naturellement sur les Ukrainiens qui utilisent ce type de missile. Alors ça, c'est la première façon de le voir qui est très Donc ça, facile. c'est très rapide, ça. C'est très rapide sur le terrain, on va regarder. Alors il y a d'autres moyens qui permettent des moyens
des moyens satellitaires qui permettent d'identifier les tirs qui partent de droite et de gauche. Et on sait que cette zone est particulièrement surveillée en ce moment, alors, évidemment. C'est ce que j'allais vous dire. Nous sommes dans une zone de tension majeure dans laquelle il faut faire très attention à tout ce qui se passe. Mais dans le deuxième cas, que ce soit des systèmes radars ou des systèmes optiques, il faut faire un peu du tri, parce qu'il y a beaucoup de monde qui regarde la zone, les Américains en particulier sont très attentifs et ont beaucoup de moyens, il faut faire un peu de tri. Donc il faut laisser un peu de temps pour que ces deux enquêtes, entre guillemets, qu'elles soient sur le terrain ou qu'elles soient ailleurs, puissent déboucher sur une conclusion. Oui, et on va évidemment analyser la communication du président ukrainien dans un instant avec Laetitia. Irina Dmitrichine, le fait que ce soit, a priori, on va rester un tout petit peu prudent, un missile ukrainien, ça permet d'éviter l'escalade. On y reviendra aussi, est-ce qu'il y avait vraiment un risque d'escalade ou pas, mais on a quand même senti une forme de soulagement de la communauté internationale dans ces dernières 24 heures. Oui, et les Ukrainiens en ont conçu une certaine amertume en disant, voilà, mais tant que ce sont les Ukrainiens, tant que ce sont des centaines de milliers d'Ukrainiens qui sont des victimes, bon, ça reste en Ukraine. Et on est soulagé parce que ça n'a pas touché le territoire d'un pays de l'OTAN ou un pays de l'Union européenne. En même temps, les Ukrainiens sont parfaitement conscients des enjeux et de la situation et comprennent parfaitement que c'est une guerre qui se déroule sur leur territoire. Et si en plus c'est un missile, donc un tir accident, enfin un missile qui a été lancé pour intercepter donc un missile russe qui a causé ce dommage, je pense que le président Zelensky, après avoir présenté ses condoléances, fera sans doute une sortie plus appuyée sur ce fait, sur cette responsabilité. Oui, et puis on attend, voilà, pour l'instant, il y a eu un communiqué de Volodymyr Zelensky. Je pense qu'il y a une prise de parole, nouvelle prise de parole, je veux bien qu'on me la confirme en régie, qui ne saurait tarder, donc on vous la donnera évidemment en direct. Je viens interrompre, le mot du jour, c'était prudence. Même les Polonais n'ont pas surréagi, on peut dire ça. Oui, en fait, si on compare à d'autres accidents, si je puis dire, de belligérance, c'est-à-dire des éléments qui débordent du cadre volontairement ou pas, on pourrait comparer ça à l'armée syrienne, par exemple, l'armée arabe syrienne, donc les forces pro-Bachar, qui, en fait, ont bombardé le territoire turc, c'était il y a quelques années en Syrie, et on avait déjà craint, effectivement, un accrochage avec l'OTAN de la part de l'armée arabe syrienne, puisque la Turquie fait partie de l'OTAN. Donc c'était un autre épisode où on s'était déjà demandé si l'OTAN n'était pas déjà entrée en guerre vers des forces, avec un peu les mêmes questions. Est-ce que l'armée arabe syrienne peut être battue? Est-ce qu'il y avait vraiment un risque d'escalade? Est-ce que ça concernait juste la Turquie, comme là, la Pologne, ou l'ensemble de l'OTAN? En réalité, l'article 5, qui serait la clause de solidarité de l'OTAN, n'a été déclenché qu'une seule fois au moment du 11 septembre, et ça a mis un mois à être déclenché. Donc aujourd'hui, on a revu un peu ces process, mais fondamentalement, on n'était pas nécessairement au bord d'un conflit mondial. Alors c'est intéressant. On y reviendra évidemment un peu en détail dans la procédure de l'OTAN et ce qui pourrait se passer. Mais donc effectivement, j'avais l'information qu'il y avait une nouvelle réaction du président ukrainien. Alors c'est très bref, puisque c'est l'agence France-Presse qui nous le dit en quelques mots. Le missile tombé en Pologne était russe, citation de Volodymyr Zelensky, cité par des médias. Donc pour l'instant, il n'y a pas de démenti ukrainien. Alors, Laetitia, on va... Si je puis juste ajouter un mot, Oleksiy Danilov, qui est le secrétaire du Conseil national ukrainien, a maintenu effectivement qu'il avait des preuves formelles. Un peu plus tôt, une trace russe, c'est le terme qui a été employé. Oui, une trace russe. Voilà. Alors, on va analyser justement à la fois cette communication de Volodymyr Zelensky et puis la réaction du G20, Laetitia, qui a joué la carte de l'apaisement avec un mot d'ordre, c'était la désescalade. Oui, parce que très vite dans la nuit, les services américains, alors les Polonais d'abord, mais les services américains ont dit qu'effectivement, il y avait fort peu de probabilité pour que ce missile soit tiré depuis la Russie vers la Pologne, ce qui aurait été une attaque frontale d'un membre de l'OTAN, comme on l'a dit, et peut-être aurait pu enclencher un tournant dans cette guerre. D'autant plus que le président ukrainien, Thomas, a communiqué par visioconférence avec des mots très forts en accusant la Russie. Je vous propose de l'écouter. Des missiles russes ont frappé hier le territoire de la Pologne voisine. Il doit y avoir une réaction rapide. Cette attaque de missiles est un vrai message de la Russie adressé au G20. Donc, quand je dis G19, je ne me trompe pas, parce que la Russie est un État terroriste et nous nous défendons contre elle.
Et c'est peut-être, selon moi, une des premières fautes de communication qu'il maîtrise parfaitement, magistralement, du président ukrainien. Alors pourquoi c'est une faute de communication ? Parce que cette déclaration vient heurter de plein fouet le texte final du G20, Thomas, qui condamne la guerre, on l'a entendu, à Emmanuel Macron, déclenchée par la Russie, et que même les Russes ont signé. Et d'ailleurs, la France aurait été vraiment à la manœuvre pour que ce texte soit aussi dur. Or, le message de Zelensky occulte finalement ce travail, d'autant que tous les membres, on l'a entendu aussi, semblent unanimes sur le fait que normalement, l'hypothèse qui est privilégiée pour le moment, c'est que ce missile proviendrait effectivement d'Ukraine. Alors, il y avait un enjeu qui était fort, ne pas affaiblir Volodymyr Zelensky avec un G20 qui le soutient. Là aussi, on verra que les mots ont été choisis au trébuchet, pour employer une très vieille expression. Exactement, et c'est ce qu'a tenté de faire Emmanuel Macron dans sa conférence de presse, juste avant de s'envoler pour Bangkok. Écoutez. Il y a eu hier une journée terrible pour l'Ukraine et le peuple ukrainien. Il y a eu plus de 85 missiles qui sont tombés sur le sol ukrainien, sur des cibles, je le rappelle ici, civiles, c'est-à-dire des personnes, des infrastructures civiles. Et donc oui, c'est un message très clair, et comme souvent à chaque fois qu'il y a un recul militaire sur le terrain, il y a eu une offensive aérienne redoublée de la part de la Russie. Et donc la journée d'hier fut une journée terrible pour l'Ukraine et le peuple ukrainien. Dans ce contexte, il y a eu ces 2 missiles tombés sur le sol polonais avec 2 victimes. Et je redis ici notre solidarité, nos condoléances au peuple polonais. Aujourd'hui, les circonstances ne permettent pas d'attribuer ces tirs. Et donc je resterai extrêmement prudent. Donc je sépare ce qu'a subi l'Ukraine. Il y a eu ensuite 2 tirs qui sont tombés sur le sol polonais. C'est très clair, si on décortique sa communication. 2 tiers pour l'Ukraine, pour la journée terrible qu'a vécue l'Ukraine, le peuple ukrainien, le soutien de la France et du G20 à l'Ukraine. Et puis, factuellement, il le met en second plan, ces 2 missiles tombés sur le sol polonais. C'est aussi la teneur du message de l'OTAN cet après-midi, sans doute pour permettre à Volodymyr Zelensky, et vous le disiez tout à l'heure, de préparer une deuxième communication. Alors là, Thomas, vous nous dites qu'à l'AFP, il maintient que c'est russe, mais en tout cas, du côté du G20, c'était ça la stratégie, lui permettre de communiquer à nouveau et peut-être pour reculer un peu. Alors, sauf que le dernier élément, effectivement, de cette fin d'après-midi, c'est la confirmation, pour l'instant, par le pouvoir ukrainien. Voilà, le missile tombé en Pologne était russe. Zelensky, cité par des médias, pour être très précis, sur la dépêche de l'agence France Presse. Irina Dmitrichine, la première réaction, c'est de se dire il a parlé trop vite, mais peut-être que finalement, il y a alors la volonté de ne pas s'excuser trop vite non plus, ou alors d'en faire une stratégie. Comment vous l'analysez, ça ? Alors, je pense que tout d'abord, il faut, et le président Macron l'a parfaitement rappelé, voir le contexte dans lequel on a appris cette frappe. Donc, toute cette journée qui a été synonyme d'une attaque terrible, de cette pluie de missiles, environ une centaine de missiles qui sont tombés sur l'Ukraine et sur toute l'Ukraine et sur les infrastructures civiles, causant des dommages importants, notamment dans tout ce qui concerne l'électricité, le chauffage, etc. L'objectif, c'est de mettre des millions d'Ukrainiens dans le noir. Ensuite, quand même, le message était de dire, voilà, les grands pays sont réunis pour un G20 et le message de la Russie le jour même, et on sait que ça s'est déjà produit lors des grandes visites donc des personnalités internationales en Ukraine, il y a eu ces bombardements, et donc c'est comme une réponse. En fait, il a parlé d'une gifle donnée à la communauté internationale. Donc je pense qu'il faut voir le contexte général dans lequel il a parlé. Et puis n'oublions pas que c'est un président d'un pays qui est en guerre depuis 8 mois, qui connaît quand même des dommages aujourd'hui extrêmement importants en prévision de l'hiver qui s'annonce. Donc je pense qu'il a été peut-être emporté par l'émotion, mais il a été à la tête de son peuple, et je pense je doute qu'il y ait eu quelqu'un qui aurait pu agir autrement dans son... Donc, si c'est une erreur, actuellement, les Ukrainiens, d'abord les Ukrainiens, et donc c'est Alexis Danilov qui vient de préciter, demandent à être présents sur le site en Pologne lors de l'enquête. Et les Ukrainiens ont offert tout leur concours pour mettre toute la lumière sur ce qui s'est passé. Donc les éléments à la hauteur, les Ukrainiens à la hauteur des éléments dont ils disposent estiment que pour l'instant rien ne permet d'incriminer les Ukrainiens.
Maintenant, est-ce que si c'est une façon de s'enferrer alors que les preuves s'accumulent, je pense que c'est une mauvaise stratégie, mais on le verra assez vite. Oui, les prochaines heures devraient nous permettre d'avancer. Ce qui est intéressant, Dominique Trinquant, c'est qu'on a calculé entre la chute du démissile et la première réaction du président Zelensky, il se passe 5h20. Oui. Est-ce qu'au bout de 5h20, il manque d'informations ou alors il a suffisamment d'informations pour oser dire ça? Je pense État que terroriste en parlant de la Le Russie. premier point, je pense qu'il y a des circonstances atténuantes, si j'ose dire, pour le président Zelensky. D'abord, il fait la guerre depuis 9 mois, et sur le front depuis 9 mois, on comprend. La journée d'hier a été particulièrement pénible, a été difficile, donc circonstances atténuantes. Deuxième point, c'est un homme des médias. Et là, il a pris la vague des médias, en fait. Et il a abondé sur on n'attend pas d'avoir des confirmations et on regarde ça. Troisième point, vous parliez de solidarité avec l'Ukraine, mais moi je parle aussi de solidarité de l'Ukraine avec tous les gens qui au G20 se débrouillent pour avoir la citation que nous avons eue, qui est un soutien à l'Ukraine, qui est une condamnation de la Russie. Et donc, j'avoue que je suis un peu déçu qu'il ne réalise pas que tout le monde le soutient, mais il faut que lui reste solidaire aussi de ceux qui le soutiennent. Sinon, il va y avoir un problème au bout d'un moment. Vous faites référence au communiqué commun du G20, on peut le voir. C'est vraiment c'est peut-être un peu alambiqué à mon avis, mais bon, on peut le comprendre parce qu'autour de la table, il y a les États-Unis, la France, la Chine, la Turquie, entre autres. Enfin voilà, il faut tout de même trouver des mots communs pour tous ces pays. Plus petit dénominateur commun, c'est toujours. La plupart des membres du G20 a condamné fermement la guerre en Ukraine et tous se sont accordés sur le fait que le conflit sape l'économie mondiale. Voilà les termes qui ont été choisis. Comme vous dites, plus petit dénominateur commun. À l'évidence, la Russie ne pouvait pas condamner la Russie. Ça fait partie des gens qui ont dû dire moi, je signe pas ça. En revanche, que ça sapait l'économie mondiale, tous. Donc, il y avait la Russie là-dedans. Donc, ce que je veux dire, c'est que beaucoup de pays font des efforts énormes pour soutenir l'Ukraine dans le combat face à l'invasion russe. Mais le président Zelensky ne peut pas être tout seul en tête comme ça, sans tenir compte de la position des autres. Il doit tenir compte. Bien sûr qu'il défend son peuple, mais il doit tenir compte de la position des autres, sinon la cohésion va se casser, forcément. Julien Théron, est-ce que cette séquence, ces dernières 24 heures qu'on est en train d'analyser, fragilise quand même un petit peu Volodymyr Zelensky, d'après vous? Je suis pas forcément en ligne avec ce qui vient d'être dit parce que je vois pas forcément où est le manque de solidarité vis-à-vis des autres chefs d'État. Ce que je pense, c'est que il doit certainement être convaincu d'avoir des éléments de preuve du fait que c'est un missile russe. On ne lui connaît pas d'erreurs volontaires et de fuite en avant dans un mensonge ou genre de choses. Ça n'a pas été répertorié dans aucun de ses discours, surtout si c'est quand même soutenu par le renseignement militaire ukrainien. Alors, ça ne veut pas dire forcément que c'est vrai. Moi, je ne le sais pas. Personne ne le sait autour de cette table. Il y a d'ailleurs des équipes, absolument. Il y a des équipes polonaises et américaines qui sont en train d'enquêter sur place, pas ukrainiennes en l'occurrence. Ils n'ont pas encore eu l'autorisation de se rendre sur le site. Mais moi, ce que je pense, c'est que peut-être qu'il a des éléments d'information qui sont peut-être vrais. À ce moment-là, on ne va pas trop s'avancer, qui sont peut-être faux également. À les avoir alors. Ni les Américains ne l'ont. Les Ukrainiens, oui. Mais si c'est les Ukrainiens. Un peu surprenant. Non, pas nécessairement, vu que c'est sur le pays sur lequel aurait été tiré le missile et que c'est le pays qui aurait lancé le missile. Donc je vois pas pourquoi ce serait particulièrement surprenant qu'ils aient des éléments d'information spécifiques. Mais moi, je n'en sais rien. Ce que je dis, c'est que je pense que là, il n'est pas forcément dans une tentative de manipulation qui serait vouée à l'échec, évidemment, parce que les Américains, comme vous l'indiquez, qui ont des moyens de renseignement absolument considérables. Donc ce serait complètement idiot. Et on ne lui connaît pas de geste aussi idiot dans ce sens-là. En revanche, effectivement, peut-être qu'il a des éléments d'information qui ne sont pas avérés ou qui sont avérés, et ça, l'enquête le dira. Ouais. Alors, on va revenir sur ce missile, et je vous propose d'écouter. On disait que la Pologne avait été prudente et joué assez rapidement l'apaisement. Je propose un extrait de la réaction du président polonais Andrzej Duda qui donne des détails sur le missile meurtrier que vous avez évoqué tout à l'heure. Cela montre qu'il s'agissait bien d'un missile, probablement un S-300 de production fabriqué en Union soviétique, donc un vieux missile.
Et il n'y a aucune preuve qu'il ait été lancé par la Russie. Alors, Général Trinquant, on est donc dans l'hypothèse qui est pour l'instant le plus communément admise par la communauté internationale, c'est-à-dire un tir de défense ukrainien face à la pluie de missiles russes qui s'abattaient sur l'Ukraine dans cette journée. En entendant le président polonais, je me suis dit, est-ce que c'est pas étonnant de voir l'armée ukrainienne tirer un vieux missile soviétique après 9 mois de guerre? On pourrait imaginer que ces stocks-là, ils les ont utilisés au début quand ils n'avaient pas encore touché les armes occidentales. Ça a été ma réflexion de non-militaire. Donc peut-être que vous me dites que ça n'a pas de sens. Mais non, mais bien quand vous parlez de l'armement occidental, oui, permettez-moi de vous dire que les 3/4 de l'armement occidental a été fourni par les pays autrefois membres du pacte de Varsovie, et c'était des armements qu'ils avaient en stock et qui étaient des armements soviétiques, en particulier le S-300, missile antiaérien d'ancienne génération. Donc ça ne me surprend pas qu'ils utilisent ces venir de Pologne ou voilà, des exactement, pays ou d'Allemagne de l'Est, enfin de l'Allemagne ex de l'Est, etc. Donc ça ne me surprend absolument pas. Et le fait que les Polonais le disent tout de suite, ça veut dire quoi? Un S-300, c'est un missile anti-aérien, avec une portée quand même limitée. Or, il n'y a pas de batterie de missiles anti-aériens russes qui soit dans le rayon d'action de la chute. Donc c'est pour ça que leur conclusion est assez rapide. C'est pour ça qu'on peut se poser la question, aujourd'hui d'ailleurs, les termes employés par le président Zelensky, c'est une arme, il aurait dû rajouter, de fabrication russe. Parce que russe, ça veut dire, ça provient d'une batterie russe. De fabrication russe, c'est une évidence. Ça, tout le monde le sait. Donc, voilà où est la difficulté. Et pardonnez-moi de revenir un petit peu. Et Dieu sait si j'admire le chef qu'est le président Zelensky et ce qu'il fait. Mais il y a des moments où il devient trop médiatique. Pardonnez-moi de contredire un petit peu. Je me souviens très très bien de l'offensive sur Lijichang, où le gouverneur disait « on ne peut pas tenir, il faut qu'on décroche ». Il recevait un coup de fil dans la nuit, et le lendemain, le gouverneur disait « on va tout reprendre en 48 heures ». Donc tout le monde savait que c'était totalement impossible. Et ils ont fini par décrocher. Donc c'est là où, si vous voulez, la guerre médiatique et la guerre, c'est pas exactement la même chose. Et il y a des moments où il faut faire attention, quand on fait trop de médias, pour pouvoir... Parce qu'on perd un peu de crédibilité. On perd un peu de crédibilité. Moi, quand vous annoncez quelque chose comme vous le dites, tout le monde dit, les Polonais, les premiers qui sont sur le terrain. Alors moi, j'espère, en revanche, qu'ils vont autoriser les Ukrainiens à venir. Parce que ça, c'est important, que les Ukrainiens viennent, invités, à venir voir, parce que c'est la guerre qui se passe sur leur pays, venir voir, constater et pouvoir... C'est la Pologne qui peut... Oui, c'est la Pologne. Oui, c'est le territoire polonais. Donc c'est la Pologne qui peut très bien dire, faites les 15 km qu'il y a, franchissez la frontière, et puis la police ou des experts ukrainiens, il y a beaucoup d'Ukrainiens qui franchissent la frontière régulièrement. Et ça serait intéressant pour les Ukrainiens. Le président polonais a mentionné qu'il faudrait l'accord polonais naturellement, mais également américain dans l'enquête. Donc ça veut dire qu'on ne sait pas si c'est juste les Polonais qui bloquent ou les Américains également. Donc ce sera plutôt une enquête internationale. Ça l'est déjà, c'est bilatéral. Oui, je veux juste mentionner une chose. Une arme de fabrication soviétique, comme vous le savez, c'est de fabrication soviétique, c'est pas russe. Et je pense pas que ce soit juste sa langue qui est fourchée en disant c'est un missile russe ou de fabrication. Là, vous parlez de cette réaction. D'accord. Vous parlez de la réaction du président polonais, on est bien d'accord. Absolument. Moi, ce que je pense, c'est que... et je veux juste préciser une chose sur ces histoires d'armes occidentales. En fait, le S-300 a un avantage que n'ont pas les armes antiaériennes fournies par les Occidentaux pendant les 6 premiers mois de la guerre, c'est que c'est une arme, alors à moyenne portée certes par rapport au fait qu'il serait tiré de Russie, mais qui est quand même à plus longue portée que les armes à épaule, disons, qui seraient tirées sur le sol. Et du coup, ils s'en servent encore, effectivement, même si c'est des vieux matériels, parce que les armements qui interviendraient depuis, comme les Iris-T allemands par exemple, ont été promis il y a 6 mois et viennent à peine d'arriver quelques exemplaires. Donc en fait, ils se servent encore de ce genre de choses. Je préciserai aussi que c'était pas forcément extrêmement évident pour une raison aussi qui me semble balistique, c'est-à-dire que je pense que s'ils tirent sur un missile, ce qui s'est passé peut-être, c'est qu'ils aient raté le missile, qu'ils aient touché le missile et qu'il y ait une course un petit peu. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet autre incident en Syrie où il y avait un aéronef russe qui avait été descendu par la défense antiaérienne turque. Et en fait, il y a eu un débat balistique assez similaire.
on ne savait pas, et la chose est restée un peu en suspens d'ailleurs, de savoir si l'aéronef était en train de traverser la frontière, allait traverser la frontière, s'il avait été abattu d'un côté ou de l'autre de la frontière. Ça avait créé une crise diplomatique entre la Turquie et la Russie. Ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, dans ces histoires balistiques-là, il y a des moments en fait où il est compliqué de savoir ce qu'il est, et peut-être que la trace dont parle M. Danilov est peut-être une trace balistique justement d'un missile qui passait par là. Voilà, je veux juste préciser ces éléments. Alors, on va commencer à se pencher sur la question de l'OTAN et de la réaction de l'OTAN. Et je vous propose une réaction, celle du secrétaire général de l'Organisation du traité Atlantique Nord, Jens Stoltenberg. But let me be clear. Je vais être clair. This is not Ukraine's fault. Ce n'est pas la faute de l'Ukraine. Russia bears La Russie en porte l'ultime responsabilité car elle poursuit sa guerre illégale contre l'Ukraine. Irina Dmitrichine, on va peut-être rappeler un peu de droit international. C'est-à-dire l'Ukraine est légitime à se défendre. C'est une évidence, c'est une lapalissade. Mais il faut le dire dans un contexte comme celui-là. Même si c'est un tir venu de l'Ukraine, elle est légitime à le faire. Elle se défend. Légitime et légale. Et légale, oui, bien sûr, vous avez raison, c'est légal. Tout à fait. Et je trouve que tous les acteurs qui ont rappelé cela, toutes les interventions internationales, individuelles ou collectives, ont toujours mis en avant cette responsabilité russe. Donc il est clair pour tout le monde que l'arbre ne doit pas cacher la forêt, que s'il n'y avait pas cette guerre déclenchée par la Russie, eh bien ces deux Polonais ou des milliers de personnes en Ukraine auraient continué leur existence paisible. Donc effectivement, cette communication m'a paru extrêmement juste. Mais sans la déclaration de Volodymyr Zelensky, il n'y aurait pas tout ce débat. S'il n'avait pas dit tout de suite, oui, ce sont les Russes qui, État terroriste, ont attaqué la Pologne, il n'y aurait pas ce débat. Tout le monde aurait été d'accord pour dire que l'Ukraine a légalement le droit de se défendre et que donc c'est un accident et que c'est un missile qui a été tiré probablement d'Ukraine. Voyez-vous, en fait, il vient percuter et parasiter finalement une communauté internationale qui est unanime. Irina Dmitrichine. La réponse était parfaitement équilibrée et je pense que tout le monde a compris, tout le monde a mis aussi en avant le côté des circonstances atténuantes, comme vient de dire le général Trinquant. Écoutez, c'est un président à la tête d'un pays qui depuis 9 mois a subi une attaque terrible, la première guerre sur le continent européen depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc on peut comprendre sa situation. Ensuite, est-ce qu'il a parlé à la hauteur? Je pense qu'il a parlé à la hauteur des éléments dont il disposait. Voilà. Maintenant, pour moi, ce n'est pas. Parce que si ce n'est pas le cas, pardon de vous interrompre, mais si ce n'est pas le cas, il prend quand même un risque important, qui est celui d'être accusé d'avoir menti. Je pense que la partie la plus importante, d'avoir confirmé ce mensonge. Or, c'est ce que on peut et ô combien légitimement reprocher à Vladimir Poutine depuis le début de ce conflit. En fait, il faut quand même pas mettre. Non, mais je suis pas en train de les mettre sur le même plan, mais c'est pour ça que je parlais de fragilisation, parce que si effectivement, et encore une fois, on est prudent à cette heure, si effectivement c'est bien un missile de défense tiré par l'Ukraine et que Volodymyr Zelensky a continué de dire c'est la Russie, bon, je pense que là on pourra commencer à dire une fois. Ce qui compte, c'est qu'il va dire maintenant. Pour moi, ce qui compte, c'est comment il va s'en sortir. Même s'il a commis peut-être un faux pas, on va voir comment il va sortir de cette situation. Mais je pense qu'effectivement, ceci brouille le message général qui est ce missile, mais le fautif, c'est la Russie, et c'est la Russie qui attaque. Et ça, tout le monde doit être d'accord là-dessus. Mais on a l'impression là qu'après ce tohu-bohu de 24 heures ou 36 heures, on va être là à dire « Ouf !» En fait, il n'y a pas eu la guerre entre l'OTAN et l'Ukraine, donc tout va bien, on continue comme avant. Alors que c'est pas ça le message. Le message, c'est si c'est arrivé, c'est bien parce que les Russes, une fois de plus, ont envoyé une volée de missiles sur des sites, comme le disait le président, civils, etc. Et c'est ça le message central. Donc moi, ce qui me gêne un petit peu, effectivement, c'est que cette discussion sur ça brouille un peu ce message-là, qui doit être très clair. Oui, alors sur l'OTAN, je rappelle l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs parties sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Julien Théron. Alors, on va prendre l'autre hypothèse, celle toujours défendue par Volodymyr Zelensky. Ces missiles ont bien été tirés par la Russie. Qu'est-ce qui peut se passer? Imaginons que dans 24-48 heures, nos premières informations soient démenties.
Varsovie pourrait demander à l'OTAN une réunion et de déclencher l'article 5, ce qui induirait un certain nombre d'observations de la part des différentes parties, mais ce qui pourrait légalement induire la formation d'une coalition, par exemple, avec un certain nombre d'objectifs militaires. Ça n'est pas automatique. Donc il n'y a pas d'automaticité, on n'est pas directement en guerre. Deuxièmement, c'est à la demande du pays. Troisièmement, des observations peuvent être formulées. Quatrièmement, la réponse est adaptée aux nécessités, ce qui veut globalement, je m'autocritique, globalement rien dire, c'est-à-dire, ou tout dire si vous voulez, c'est-à-dire que c'est aux États parties de l'OTAN de décider de la réponse militaire qui sera apportée à ça. Donc vous voyez, entre l'espèce de peur panique qu'on peut avoir en Occident en disant là ça y est, c'est parti, on est en guerre. Le conflit est en train de s'étendre. Voilà, et la réalité des choses, c'est bien différent. J'ai cité 2 exemples par rapport à ça. Je voudrais quand même préciser une chose, c'est que dans son dernier discours, Vladimir Poutine, dans les études de conflit, ce qu'on appelle War Studies, on le sait depuis 2014 parce qu'on l'étudie, mais il nous l'a dit ouvertement la dernière fois, la Russie est en guerre depuis 2014 contre l'Occident. L'Occident, c'est notamment nous. Donc, dans son dernier discours. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est très intéressant de voir, nous, notre manière, comme vous le disiez, oh bah ça va, c'était pas vraiment les Russes qui attaquaient la Pologne. C'est humain, il y a ce que je viens de dire, c'est-à-dire que ça voulait même pas dire qu'on était automatiquement en guerre contre la Russie. Mais il faut bien comprendre que du point de vue de Moscou, il y a une guerre qui est opérée de cette manière. Ça se voyait moins avant, parce que c'était par des méthodes qui étaient sous le spectre, sous la limite de la violence, avec des manipulations médiatiques et ce genre de choses. Mais aujourd'hui, il nous le dit ouvertement et il faut l'entendre. Il faut l'entendre. Irina Dmitrichine, peut-être que c'est un peu provocateur ce que je veux dire, mais malgré l'aide internationale qui est importante, qui est nombreuse, il y a un fait, c'est que l'Ukraine se bat seule sur son sol. Est-ce qu'elle pourrait espérer que la guerre gagne ses pays voisins, membres de l'OTAN ? Ce n'est pas son objectif. Son objectif, c'est de gagner cette guerre, de récupérer son territoire et de condamner tous ces crimes. Donc d'ailleurs, le président Zelensky, dans son discours devant le G20, a proposé un plan avec les différents points. Donc les Ukrainiens ne cherchent pas à étendre le conflit. En revanche, ils cherchent à avoir le maximum de soutien et à gagner la guerre sur leur sol. Gérald Trinquant, est-ce que ces dernières 24 heures, c'est aussi une sorte de je ne donne pas plus d'importance que ça n'en a, mais une sorte de mini-test pour l'OTAN? Oui, je suis assez d'accord avec vous, et je trouve que les gouvernants de l'OTAN, le système de l'OTAN a montré sa sagesse, sa capacité de réagir, mais aussi sa capacité de prendre la mesure des choses. Sur l'article 5, rien à rajouter de tout ce qui a été très bien dit. J'ajoute simplement qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un dispositif défensif de l'OTAN qui fonctionne actuellement. Il y a des avions français qui sont dans le ciel de Pologne, en Estonie. Donc ce dispositif, ça veut dire aussi que tout le monde veille, et que s'il y avait une escalade, il y aurait des réflexes d'autodéfense, j'allais dire, mais que ça ne veut pas dire de passer à l'article 5 tout de suite. Les réflexes d'autodéfense, c'est si des avions sont attaqués, si on s'aperçoit qu'il y a une frappe, qu'est-ce qu'on fait? Mais effectivement, ensuite, il faut que le pays le demande, et puis ça n'a rien d'automatique, bien sûr. D'où la nécessité... riposte est graduée, quoi. Voilà. Non, et puis même plus dans le déclenchement, il y a la réflexion. Et je crois que vous avez raison, dans les 24 heures, on a montré que l'OTAN ne s'emballait pas. L'OTAN était capable de réfléchir, de mesurer les conséquences. Sur le fond, de se dire une attaque délibérée de la Russie contre l'OTAN, on n'y croit pas. On n'y croit pas, parce que une attaque délibérée de l'OTAN contre un pays de l'OTAN, donc contre l'OTAN, c'est la fin du régime de Poutine. Il le sait. Il n'a pas été capable de vaincre l'armée ukrainienne. Mais il dit le contraire, puisqu'il dit « je suis en guerre contre l'Occident ». Au regard des différentes opinions publiques occidentales, est-ce que tout le monde suivrait les chefs d'État si un missile tombait dans un état de l'OTAN? Ça fait partie de nous des hypothèses sur lesquelles on travaille, sur la manière dont ils pourraient franchir un peu la limite d'un pas avant de le retirer, ce qu'on appelle la théorie du fait accompli, en disant « ah, j'ai juste fait ça, mais on arrête ». Je ne vous touche pas plus. Et vous comprenez bien que forcément, les États-Unis ne rentreraient pas en guerre frontale contre la Russie, une invasion de la Russie. Quel est le poids des opinions publiques dans ce genre de décision? Eh bien, les opinions publiques aujourd'hui, elles dirigent quand même beaucoup, y compris même dans les autocraties. Enfin, je veux dire, même les autocrates eux-mêmes sont quand même pas mal conditionnés à
contenir leurs opinions publiques, à leur mentir, à leur expliquer, parce que, en fait, sans le peuple, personne n'est rien, d'une certaine manière. Et ça... Vous avez raison, il y a un décisionnel stratégique qui peut, surtout en France par exemple, au Royaume-Uni c'est pas le cas parce que le Parlement a un rôle supplémentaire, hein, mais fondamentalement, est-ce que l'OTAN entrerait en guerre contre la Russie pour un missile? C'est pas sûr. On avait travaillé pour notre ouvrage avec un spécialiste britannique qui avait donné un exemple comme ça en disant, imaginez, en parlant d'une base que je ne vais pas citer, mais imaginez 2 hélicoptères russes qui arrivent à cet endroit-là, qui détruisent la base, qui repartent en disant, juste cette base-là, on la voulait pas. C'était une opération de force spéciale, on n'est pas en guerre. L'OTAN rentrerait-elle en guerre contre la Russie? Et sa théorie, et je le rejoins sur ce point, c'est non. Bon, on est au cœur de notre débat. Le conflit peut-il s'étendre, général? Oui, juste un point sur les Britanniques. Il se trouve que c'est un sujet que je connais bien. Ils ont changé complètement de position après la guerre en Irak. En fait, la guerre en Irak, comme vous le savez, a été décidée par Tony Blair contre l'avis des populations. Et la meilleure preuve a été qu'au moment où était prévue une attaque en Syrie, vous vous souvenez, dans laquelle les Américains ont refusé, d'un seul coup, les Britanniques se sont dit on va demander au Parlement. Alors qu'avant, ce n'était pas du tout le cas. Donc ça veut dire que c'est à cause d'une faute d'un gouvernement que la position a changé et que maintenant, il y a une position différente. Ce que je veux dire sur dans la stratégie russe, on dit l'escalade pour provoquer la désescalade. C'est un peu ça, c'est-à-dire on tente un coup, puis on se retire. C'est là où il y a besoin de réflexion, d'analyse. Ça ne veut pas dire que le dispositif complet, mais ce que je veux dire, c'est que sur le fond, le président Poutine sait très bien que s'il ne fait pas une escalade pour une désescalade, s'il fait une véritable escalade, il a perdu. Ouais. Alors, on l'a dit, ces missiles tombés en Pologne ont aussi percuté le G20, ce rendez-vous des chefs d'État et de gouvernement qui se tenait à Bali, en Indonésie. Alors, je vous propose de revoir l'extrait de ce communiqué commun. Donc, la plupart des membres du G20 a condamné fermement la guerre en Ukraine et tous se sont accordés sur le fait que le conflit sape l'économie mondiale. Donc, on a ce texte, et puis on a très vite après un président français qui pratique un petit peu la méthode Coué. Pour Emmanuel Macron, le message envoyé à la Russie est très clair. Écoutons-le. Ce G20 à Bali nous montre que malgré les tensions et les risques de division, le multilatéralisme et la défense de la paix continuent de prévaloir. Car c'est l'intérêt de tous. La Russie n'a pas souhaité s'isoler face à une majorité de fait au G20 sur ce point. Et au-delà des négociations pendant ces 2 jours de sommet et dans les jours qui ont précédé au niveau de nos Sherpas, la Russie doit désormais entendre le message qui lui a été très clairement envoyé par la communauté internationale ici réunie et revenir à la table des négociations. Alors, dans cette fin d'après-midi, voilà, on va d'un urgent de l'AFP à l'autre, puisque après la déclaration de Volodymyr Zelensky qui répétait le missile tombé en Pologne était russe, ça nous vient de Washington, rien ne contredit la thèse selon laquelle le missile tombé en Pologne provient de la défense ukrainienne, communiqué de la Maison-Blanche. Voilà, ça va certainement animer les prochaines heures et les prochains jours. Voilà, il va, et on l'a déjà évoqué dans ce débat, donc on ne va pas y revenir, mais ça va poser une question sur la communication de l'Ukraine et de son président dans les prochaines heures. Vous me permettez de revenir 2 minutes sur l'intervention du président qui cite la Russie qui n'a pas voulu s'isoler face au multilatérisme. Oui. Très intéressant de savoir que c'était Sergueï Lavrov qui était envoyé. Oui, il n'y avait pas Vladimir Poutine, mais la Russie était présente. Voilà. Sergueï Lavrov, pendant 7 ans, ambassadeur de la Russie aux Nations Unies. Je l'ai bien connu. Vous l'avez croisé. Donc, le multilatéralisme, si vous voulez, c'est quelque chose qu'il connaît. Oui. Donc, il a dû bien voir qu'il y a un moment où être dans le coin, ça va pas trop. Donc, il va falloir accepter un certain nombre de termes si on veut pas être tout seul face au reste du monde. Maintenant, évidemment, comme vous le disiez, le président pratique la méthode Coué quand même. Hein. Les Russes ne pouvaient pas admettre que la Russie soit condamnée elle-même, donc ils ne pouvaient pas signer ça. Mais du coup, ils ont signé tout le reste. Oui. Mais alors, je ne sais pas si vous l'avez écouté dans son intégralité, la prise de parole d'Emmanuel Macron, mais un message clair, cette formule, elle est revenue, je crois, une dizaine de fois dans le discours, Julien Théron. Est-ce que c'est aussi clair que ça, notamment à destination de la Russie ?
Il a rappelé quand même le dernier vote, et d'ailleurs qu'on pourrait accroître avec d'autres votes de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui sont des messages extrêmement clairs, effectivement. C'est un message clair, même si la Russie, derrière, nous explique, oui, mais en fait, dans ce texte, il est aussi reconnu que c'est l'Occident qui a provoqué la guerre, ce genre de choses, qui est une interprétation complètement ubuesque du texte. C'est-à-dire que c'est le mieux, je me dis, mais que l'on pouvait obtenir avec un représentant russe autour de la table, quoi. C'est ça. Non. C'était le mieux qu'on pouvait obtenir avec les représentants du G20, avec d'autres représentants d'États. Avec la Chine, l'Inde, la Turquie. Vous savez, l'unanimité fondamentale de principe sur le droit international tel qu'on la connaît ici, elle n'est pas forcément partagée partout dans le monde, en réalité. Pas que certains États soutiennent ouvertement la Russie dans sa guerre d'agression contre l'Ukraine. Il y en a très peu. Il y a l'Érythrée, la Corée du Nord, la Syrie, entre guillemets, c'est-à-dire le régime de Bachar al-Assad, et la Biélorussie. Ça fait quand même pas ni une communauté internationale, et en termes de régime politique, on est quand même plutôt dans le très dur. Mais en revanche, il y a beaucoup d'États, soit qui s'en fichent, soit qui ont décidé, pour des intérêts économiques, voire stratégiques, par exemple en termes d'armement, d'accepter un certain nombre de choses. C'est le cas, par exemple, de l'Inde, même de la Turquie, d'une certaine manière, qui considère qu'elle a une position d'équilibre, du Mali, qui est soutenu par les compagnies Wagner, ou alors d'États qui ne sont pas des États démocratiques, y compris même au sein des populations civiles. Il y a des messages, parce que nous, on a interdit, vous voyez, Russia Today et Sputnik, mais non seulement ils continuent d'émettre par Internet, mais en plus, ils ont des émissions multilingues et s'adressent à tout un tas de peuples dans le monde entier. Et le nouveau message de Moscou, c'est « Oh, regardez les Occidentaux, la démocratie, c'est tellement mauvais. En fait, c'est un outil de domination contre vous. C'est une chose culturelle. La démocratie ne serait pas un système théorique où les gens décident pour leurs dirigeants, ce serait un outil de domination de l'Occident. Donc ils culturalisent en réalité la démocratie. Je reviens sur l'avenir, ou la stratégie ou les mois à venir dans ce conflit en Ukraine, puisque dans la déclaration d'Emmanuel Macron, il y a cette idée de négociation, d'amener Vladimir Poutine à la table des négociations. Irina Dmitrichine, vu d'Ukraine, est-ce qu'on croit que ce sont des négociations qui peuvent mettre fin à cette guerre ? On n'en voit pas des indices qui pourraient donc faire croire que ça serait possible. Et Emmanuel Macron a dit que le message était très clair. Maintenant, toute la question est de savoir est-ce que la Russie l'a bien reçu, a compris et va agir en conséquence. Et je ne pense pas que ça sera le cas. Donc, est-ce que ça va pas rester le vœu pieux, donc ça veut dire que la porte de la négociation n'est pas fermée, mais que dans l'esprit du pouvoir ukrainien, c'est la victoire qui mettra fin à la guerre. On peut mettre ces mots-là. D'une part, c'est la victoire qui mettra fin à la guerre. D'autre part, les Ukrainiens ne croient absolument pas en la bonne foi des Russes. C'est-à-dire qu'ils pensent que les Russes, aujourd'hui, demandent la négociation pour avoir une pause, pour pouvoir refaire leur armement, réarmer, mobiliser leur armée, etc., et reprendre la guerre de plus belle. C'est exactement ce qui s'est passé en 2015, après le Minsk II. La Russie a juste attendu X années en pensant qu'elle avait une bonne fenêtre de tir et elle a réattaqué l'Ukraine puisque l'objectif est de récupérer toute l'Ukraine. Dominique Trinquant, pour accepter de négocier, qu'est-ce qu'il faudrait à Vladimir Poutine ? C'est-à-dire, il faut qu'il puisse sortir par le haut, il faudrait même une petite victoire militaire. Comment on peut imaginer ça ? Non, écoutez, compte tenu des positions respectives de l'Ukraine et de la Russie, je pense qu'il y a une option qui est la défaite militaire qui amène un changement à la tête du Kremlin. Aujourd'hui, comment Poutine peut-il revenir en arrière ? Toute l'histoire qu'on fait autour de Poutine montre qu'il est incapable de revenir en arrière. Donc voilà, et aujourd'hui sur le terrain, si vous voulez, on a l'impression qu'il y a un commandant militaire, celui qui est sur le terrain, qui a réussi à obtenir du président Poutine de décrocher de Kherson. Donc c'est une nouvelle stratégie, ça. Ça passe pas inaperçu. Je concentre mes efforts sur quoi ? Sur la défense de la Crimée, sur le Donbass. Il y a des petites progressions russes dans le Donbass depuis 48 heures. Bakhmout, c'est Wagner, c'est un petit peu un cas particulier. Mais disons que le commandant d'opération sur le terrain, lui, mène sa guerre. En revanche, stratégiquement, le président Poutine, je suis tout à fait d'accord. Le reste du monde, je discute beaucoup avec des Africains. Ils nous disent, c'est pas notre guerre, nous. Attendez, c'est votre truc, nous. Qu'est-ce que vous voulez qu'on aille faire là-dedans ? Donc, on reste neutre. Et ça intéresse beaucoup le président Poutine. Parce qu'il peut enfoncer des coins
contre l'Occident, et c'est sa fameuse guerre contre l'Occident qui dépasse de beaucoup le combat en Ukraine. Ouais. Un dernier mot, Julien Théron. On dit souvent, mais c'est peut-être une erreur d'ailleurs, que l'hiver va geler la guerre. C'est vrai, c'est pas vrai ? Ça va la ralentir. Ouais. Ça va la ralentir par la force des choses, parce que les matériels souffrent. Et de ce point de vue-là, c'est assez intéressant de se dire, vous allez me dire, les Russes sont quand même habitués à des hivers quand même très difficiles. C'est le cas. Ils ont même renforcé leurs forces polaires, par exemple. Mais je doute qu'ils les démobilisent du Grand Nord pour les amener en Ukraine, parce qu'elles ne sont pas là par hasard. Elles sécurisent un certain nombre de gisements. En revanche, les Ukrainiens, eux, sont équipés par les Américains, par les Canadiens également. Et c'est assez intéressant parce que ce sont des vrais équipements. Ce que je veux dire, c'est que du point de vue russe, il y a des chaînes logistiques qui posent beaucoup de problèmes, notamment à cause de la corruption ou de l'inefficacité du régime. Mais donc, on a vu déjà tant d'images de ces soldats qui n'ont même pas une veste réglementaire, un gilet pare-balles ou même des Rangers, quoi. Et en fait, vous imaginez ce que ça doit être. Vous avez été conscrit, vous n'avez pas envie d'y aller, vous vous retrouvez là avec les problèmes de communication, d'orientation, d'ordre, avec quelque chose qui vous tombe du ciel avec aucune autonomie tactique et ce genre de choses. Et en plus, si on ne vous livre pas le matériel pour l'hiver, vous imaginez comme ça va être simple pour eux. Tout dernier mot rapide. Conclusion, un des Ukrainiens disait, ça va être un problème de chaussettes mouillées et de bottes. Ben voilà, c'est la Corée du Nord qui coule les munitions pour la Russie aujourd'hui. Et c'est quoi, pardon ? C'est la Corée du Nord qui est en train de coudre les vêtements pour la Russie. Coudre les vêtements pour les uniformes qui ont disparu. Voilà une info étonnante. Donc il y a les Britanniques du côté ukrainien et la Corée du Nord du côté russe. Merci beaucoup pour toutes ces informations et pour vos analyses respectives. Julien Théron, je rappelle le titre de votre livre, coécrit avec Isabelle Mandreau, Poutine, la stratégie du désordre jusqu'à la guerre, et c'est publié aux éditions Talendier. Voilà.